I do that, I will not be able to sleep for a night. Bonjour Alexandre. Bonjour Christophe. Parle-nous un petit peu de ta passion sur le jeu d'échecs. À quel âge es-tu tombé dans la marmite et qui t'a appris? Comment ça s'est passé pour toi toutes ces jeunes années? Alors, avant ça, c'est parfait, là, je vais te répondre à tout ça. Je vais dire c'est incroyable parce qu'on finalement on a choisi le 16 septembre pour faire cette interview et finalement pour faire une interview sur les échecs et sur le cinéma, c'est pas mal parce que le 16 septembre, là on tourne en 16/9e. Bien joué. Voilà. Meilleur coup. Alors pour les échecs, c'est vrai que c'est une passion qui remonte vraiment à longtemps, qui a été interrompue. C'est mon père qui m'a appris à jouer aux échecs à l'âge de 8 ans. À l'époque, on vivait à Meudon-la-Forêt, donc en banlieue de Paris. Et mon père animait en fait ce qu'il appelait la communauté des amis de Beethoven à Meudon, puisqu'il était pianiste. Et donc, il a monté un club d'échecs à Meudon et on se réunissait tous les vendredis soirs dans l'appartement. C'était très amateur, mais il y avait quand même 4-5 tables avec des personnes qui venaient assez régulièrement, dont des gens qui sont devenus des futures célébrités, comme l'écrivain René Victor Py, qui avait fait un livre, L'imprécateur, voilà, je crois qu'il avait été ensuite monté au cinéma. Donc à ce moment-là, bon, c'était plus le plaisir de pouvoir rester éveillé tard le soir au lieu d'aller se coucher, d'être obligé de respecter l'heure pour aller se coucher. C'était déjà simplement d'être avec des adultes le vendredi soir. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu d'échecs. Bon, alors de fil en aiguille, j'ai été un peu accroché, c'est vrai, et j'ai été assez flatté quand mon père a commencé à me demander des fois des conseils dans des positions qu'il avait perdues. Je me sentais vraiment pas à la hauteur, mais bon, je me suis dit, bon, s'il me pose des questions, c'est qu'il trouve peut-être que j'ai un tout petit démarrage de talent, on va le dire entre guillemets. Et alors ça s'est passé ensuite par un club, par les livres Alors là, il y a eu une période simplement d'amateurisme. Bon, je veux dire que non, j'étais pas dans un club. J'ai commencé à consulter des livres beaucoup plus tard. À l'époque du match Bobby Fischer, c'est parce que là, ça m'a vraiment... En 1972 alors. Ouais, c'est ça. Et là, ça m'a vraiment fasciné de voir ce cas de Bobby Fischer. C'est-à-dire vraiment à cette époque-là, il y avait toute l'armada soviétique avec les écoles d'échecs. Il avait en face de lui des séries de grands champions russes indétrônables normalement. Et là arrive un petit peu l'arbre qui cache la forêt en Amérique, un Bobby Fischer qui s'auto-forme en fait dans sa chambre avec des micros. On n'est pas du tout à l'époque de l'expression d'Internet et tout ça, donc là c'est quelque chose qui m'a fasciné. Et c'est vrai que j'ai joué dans certains clubs à ce moment-là, je suis revenu sur Paris, j'ai joué au cercle Potemkin et au cercle Caïssa. Donc là tu faisais du métro exprès pour jouer, il y avait une vraie volonté. Ouais, là il y avait vraiment une passion vraiment qui commençait à prendre forme et un intérêt de plus en plus fort pour le jeu d'échecs avec, ici on est au jardin du Luxembourg, c'est vrai que j'ai beaucoup fréquenté la rue des Feuillantines où il y avait des blitz interminables toute la nuit, un café dans la rue des Feuillantines pas loin d'ici. Alors les blitz c'est des parties rapides. C'était des parties rapides tout à fait, et il y avait à l'époque, disons ce qui allait devenir un peu parmi les meilleurs joueurs, notamment il y avait le Nicolas Giffard, des gens comme... 2 fois champion de France par la suite. Tout à fait. Et Yokos d'ailleurs. Yokos qui était à l'Académie des Sciences, qui était vraiment un garçon très humble, qui participait déjà au tournoi de blitz dans Oui, qui était médaille Fields donc en mathématiques. Exactement. Et alors donc tu parles de Bobby Fischer, donc de tous les champions soviétiques. Alors est-ce que tu avais un ou des modèles du jeu d'échecs qui ont influencé ta propre façon de jouer? Oui, là, je pense qu'effectivement lui c'est certainement
certainement un des premiers. Et j'ai découvert une chose qui est vraiment, pour moi-même, énigmatique. Hein. C'est qu'effectivement, à force de compulser les livres, il n'y en avait pas énormément. Hein. Il y en avait un ou deux, les 60 meilleures parties de Bobby Fischer, et puis je crois qu'il était dans la collection Fayot. Il y avait quelques livres sur Bobby Fischer et j'avais vraiment épluché toutes ces parties. Et curieusement, notamment dans une partie que j'ai retenue contre un Italien, Sicurani, à l'hôtel Caïssa, au club Caïssa, j'étais surpris moi-même à reconstituer. C'est-à-dire j'ai l'impression que quand on parcourt et on collecte beaucoup de parties d'un champion, on finit par être absorbé. On peut qu'on comprenne un peu son jeu. Il y a une influence, c'est assez impressionnant. Il y a un moment, je ne dirais pas que je jouais comme Bob Fischer, mais je jouais dans un style. Il m'a influencé à ce moment-là. D'accord, et ensuite, avec ton style a peut-être mûri ou avec l'âge, ou comment ça s'est passé quand on prend de l'âge sur le jeu? Est-ce qu'on devient toujours plus positionnel, comme disent les joueurs d'échecs, c'est-à-dire avoir un jeu de manœuvre? Alors c'est vrai qu'après je suis rentré dans une phase, je dirais pas plus professionnelle, j'ai jamais été un professionnel, mais je suis rentré en National 1 à l'équipe de Rouen avec des joueurs là qui sont des professionnels. Il y avait le grand maître international Spraguette, Jean-Luc Serret qui a été plusieurs fois champion de France. Et là, c'est d'ailleurs un des joueurs de l'équipe qui m'a fait remarquer ça, et je lui ai confirmé. En fait, c'était un joueur qui s'appelle Daniel Capron. Et il me disait, enfin moi je lui avais un peu exposé effectivement que je découvrais le style qui me convenait le mieux pour répondre à ta question. C'était le style potentiel. Enfin, je vais m'expliquer. C'est-à-dire d'essayer de créer des positions qui offrent le plus de possibilités possibles. Alors attention, dans la pratique, c'est pas forcément du tout une bonne tactique, hein, parce qu'en fait, les joueurs très forts dans le top 10 sont des joueurs tranchants qui vont trouver non pas forcément à multiplier les possibilités, mais à prendre le chemin le plus fort. Donc moi j'ai toujours évolué vers ce style de me donner des positions qui me permettent d'avoir plein de possibilités. Après il faut évidemment, ça demande beaucoup de travail de ramification, parce que qui dit plus de possibilités, évidemment il y a les ramifications dans les calculs, ça devient plus compliqué. Donc je ne suis pas absolument en train de dire que c'est une bonne technique, mais naturellement je suis vers ça. Et donc la compétition, tu en as fait pendant combien d'années, et est-ce que tu as ensuite cessé de jouer? Comment s'est passée la suite de ta carrière d'amateur, si on peut dire ainsi? Alors après, il y a eu, effectivement, après le National 1, j'ai continué un petit peu en amateur, et puis j'ai eu une longue période d'abstinence, on va dire, avant de reprendre la période avec l'équipe de National 2 à Drancy. À combien d'années tu as arrêté en fait? J'ai arrêté pendant plus de 15 ans, hein, vraiment. Donc comme beaucoup de joueurs, tu arrêtes longtemps et tu reprends. Certainement, je connais. Donc la passion est toujours là. Je ne connais pas les statistiques là-dessus. Il se trouve qu'il y a un certain Christophe Mouton qui m'a remis un peu sur le chemin. Et notamment, oui, j'ai repris la compétition avec le National 2. Et pour donner une anecdote un peu comique, c'est vrai que j'avais tellement décroché de la compétition que la première fois que j'ai repris la compétition, c'était à l'Open de Paris. Et donc la première partie de compétition que je fais, je découvre les nouvelles pendules. Et le gars en face, c'est top parce que je ne trouve pas le fameux bouton en bas de la pendule, alors qu'à l'époque on avait des pendules avec deux boutons chacun de son côté. Et en plus il a vu il s'avère que c'était un assez mauvais joueur réputé sur le circuit. Et ensuite, il faut savoir que par ailleurs, n'ayant pas joué pendant 15 ans, que c'était bien passé pour le savoir, j'avais conservé mon classement qui était au-dessus de 2200, alors que je ne le valais plus du tout, quoi. Donc le type était vraiment dans le double paradoxe. Mais qu'est-ce que j'ai à faire dans un Open, un gars qui a 2180 ou 2220 et qui ne sait pas appuyer sur la pendule. C'était assez cool. Voilà, ça a été ma reprise aux échecs. Et alors donc tu as une passion parallèle dont tu vas nous parler peut-être dans les mêmes termes, c'est le cinéma, où là probablement tu as été entré dans une salle de cinéma peut-être beaucoup plus jeune que les jeux d'échecs. Et comment se passe aussi ta passion et ton développement dans cet art?
Alors le cinéma, c'est vrai que ça remonte aussi à très longtemps, puisque j'ai eu, on va dire, un parcours familial assez chaotique. Je suis passé de vivre en Seine-et-Marne à Auzures-la-Ferrière avec mon père à aller vivre vers l'âge de 13 ans chez ma mère en Normandie. Donc j'ai pas mal parcouru toutes les villes certaines villes de Normandie comme Rouen, Le Havre, Honfleur, beaucoup plus tard Étretat. Et mon premier contact avec la Normandie, ça a été d'ailleurs Honfleur. J'ai même fait un petit passage, un trimestre, j'ai été pas mal transféré d'un lycée à un autre à cette période-là. Et j'étais à Honfleur, donc j'ai passé un trimestre au lycée à Honfleur. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, à ce moment-là, mes parents travaillaient chez l'imprimeur Pierre-Jean Oswald. Pierre-Jean Oswald qui était spécialisé dans les romans policiers et les livres de fiction. Sa maison d'édition fonctionnait assez bien. Elle était d'ailleurs pas très loin d'ici, il avait un appartement au boulevard Saint-Michel, Pierre-Jean Oswald. Et il avait notamment un très bon ami, Jean-Luc Godard. Alors moi, évidemment, j'étais déjà en train, à l'âge de 13 ans, j'étais passionné par le cinéma. C'est-à-dire que là, je me suis amusé à apporter certains cahiers que j'ai fait qui sont des cahiers de l'époque. C'est-à-dire j'écrivais des scénarios. Et j'étais abonné à la revue Jeune Cinéma. J'étais abonné aussi à la revue Les Cahiers du cinéma. Je découpais tous les articles de cinéma. À l'époque, c'était dans le Canard enchaîné. Il y avait toujours des... Alors, je me souviens plus. Il y avait chaque semaine un article de critique. Voilà, donc je découpais tout ça. C'est impressionnant. Hein. J'étais vraiment fasciné par ça. Je passais tous les jours un moment réservé au cinéma. Probablement plus qu'aux échecs alors. Plus qu'aux échecs, oui. Plus qu'aux échecs. Et vraiment des scénarios, donc des pages et des pages. J'ai gardé passionnément ces cahiers. Je ne sais pas si c'est des prêts à jour à un moment donné pour faire passer le scénario aussi. C'est peut-être devenu obsolète, mais enfin il y a vraiment une vision d'adolescent de l'époque. Donc là tu nous répètes que tu étais déjà accroché par les scénarios, mais alors tout seul, tu écrivais cela sans formation aucune Sans formation, c'est vrai, ça a été vraiment en autodidacte. Je sais pas, j'ai vu cette... un peu comme aux échecs au final. Un peu comme aux échecs. Je crois que j'ai été fasciné par les grandes affiches qu'on voyait dans la rue devant le cinéma. Et progressivement, j'ai vu des films, je trouvais que c'était déjà un univers vraiment passionnant dans le fait de pouvoir vraiment stimuler ma créativité, quoi. Simplement même avec un regard d'enfant de 13 ans. Je me disais, c'est curieux, c'est une grande liberté en fait qu'on doit avoir à pouvoir faire du cinéma. Et alors tu parles de Jean-Luc Godard, mais alors est-ce que tu étais influencé par ce cinéaste qui était lui-même à part et probablement parfois contesté, mais est-ce que par exemple le cinéma américain qui était très populaire à l'époque t'a pu t'influencer ou d'autres cinéastes comme ceux de la Nouvelle Vague en France? Alors c'est vrai que je n'avais pas vraiment exploré le champ pour connaître, pour faire vraiment une approche culturelle, une approche de découverte, une approche de connaissance des différents réalisateurs de l'époque. Bon, je suis un adolescent de 13 ans, je fais ça un peu comme un hobby. Bien que je me sens vraiment accroché, mais je n'ai pas eu la curiosité de voir tout l'existant. J'ai eu une amorce qui a été Jean-Luc Godard, du fait que je me suis dit, si moi je suis déjà en train d'écrire un scénario, peut-être je vais pouvoir l'intéresser. Moi, garçon de 13 ans, il est là et tu lui as envoyé. À connecter Pierre-Jean Oswald et Jean-Luc Godard, mais mes parents n'ont pas été assez accrocheurs, ils n'ont pas forcément mesuré la véritable attraction que j'avais vers le cinéma à ce moment-là. Mais tu veux dire que tu lui as envoyé ou est-ce que c'est resté un... Non, il n'y a jamais eu de contact, la passerelle s'est pas faite. Pierre-Jean Oswald savait mon intérêt persistant pour le cinéma, mais il n'y a jamais eu la situation, la création, la circonstance qui fait que le coup du destin, quoi, le petit coup de pouce du destin. D'accord, mais le coup de pouce du destin, c'est que tu es quand même resté passionné dans le cinéma, alors peut-être que tu as eu des projets qui sont nés à ce moment-là, ou c'est un peu comme les échecs, il y a eu une interruption assez longue et tu as repris un projet à ce sujet. Ouais, curieusement, il y a eu une aussi grande interruption. Quasiment, en fait, ce sont deux
passions qui se sont rendues un peu évanescentes avec le temps, qui se sont réveillées en même temps. Alors ça s'explique, j'ai une longue période de 15 ans où j'ai rencontré pas mal de difficultés, à la fois financières et professionnelles. Ça m'a pris aussi beaucoup de temps de développer ma propre activité rémunératrice, qui est le soutien scolaire, avec mon site www.leprof.fr. Donc, il compte aujourd'hui 300 000 visiteurs, mais ça a été un très gros boulot pour le mettre sur place, pour créer des vidéos, pour m'auto-former dans tout ce qui concerne la pré-AO, la présentation assistée par ordinateur, avec PowerPoint, tout ça. Donc ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Et puis il faut dire qu'à par-dessus ça, c'est ajouté, disons, un parcours familial très chaotique, et parfois même tordu, avec quelque chose d'organisé par mes propres frères et sœurs comme une escroquerie. Et ça m'a vraiment pesé lourd, et c'est lourd de conséquences à la fois, morales, financières et de prise d'initiative, de morale, parce qu'en fait, dès qu'on n'a pas le moral, ça joue sur tous les facteurs. Et là, la créativité s'est trouvée en berne. Alors juste pour faire une petite parenthèse, on a un peu, si on reprend une histoire médiatique actuelle avec le fameux Yann Moix et son frère qui est Alexandre Moi, qui est en train de raconter sur un livre les problèmes de fratrie qu'il a eu avec son propre frère qui le malmenait pendant son enfance. Donc moi je ne sais pas la véracité de tout ça. Mon frère ne m'a jamais malmené, mais par contre il a piloté et manipulé ma sœur pour la monter contre moi et me spolier pendant un certain temps, donc ça c'est une histoire dure à porter. Voilà. Mais comme dans les échecs, d'absence en fait. Comme dans les échecs, tu t'en es finalement sorti, tu es revenu plus fort et plus indépendant au final. Exactement, là aujourd'hui je me sens vraiment dans un très fort mental et les deux activités cinéma et échecs sont vraiment dans un effet compensateur et même je dirais l'activité pédagogique avec le soutien scolaire. Là, il y a vraiment une triangulation où je me sens vraiment très fort, chaque activité servant les deux autres en fait. Parce que l'activité du cinéma, c'est vraiment, ça demande pour l'activité purement montage et construction du film, ça demande vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de patience, de connaissances techniques. Et donc c'est apporté un peu par les deux autres activités, le jeu d'échecs et mathématiques, quelque part. Alors justement, tu peux nous parler de ton dernier film, ou de tes derniers films qui justement ont pu sortir grâce aussi à ton histoire personnelle dont ton histoire personnelle a pu être l'initiatrice. Ouais, alors le premier film là, que j'ai finalement abouti, je voulais à tout prix arriver à faire un film papier, il n'y avait pas de raison, c'est Octobre Bleu Plus. Et là aussi, je dirais qu'il y a peut-être eu des destins favorables, c'est-à-dire que je suis tombé sur un texte qui m'a fasciné, qui est un dialogue au réel, d'ailleurs la question n'est pas levée absolument, entre le philosophe allemand Hegel et Bonaparte. Et ça se trouve en fait à la veille de la bataille vénale le 13 octobre 1806. Et à partir de là, il y a vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un noyau dur pour quelque chose de fantastique avec il faut savoir que les trois protagonistes, Beethoven, Napoléon Bonaparte et Hegel, sont tous dans la même époque. Bon, Beethoven est à Vienne, il est en train de composer son unique concerto pour violon qui va être, qui sont présentés sur scène 3 mois après. Quoi. Donc on peut penser qu'il était déjà en train de confectionner son concerto pour violon. Beethoven est très concentré sur ce concerto, l'écriture de la partition. Hegel écrit si ce n'est son œuvre majeure, la phénoménologie de l'esprit. Et Bonaparte est en train de préparer quand même la bataille d'Éna, qui va ensuite l'emmener quelques semaines plus tard à Berlin et le faire devenir quasiment le chef de l'Europe, le Jules César de l'Europe. Donc vraiment, je me suis dit là il y a quelque chose de formidable parce qu'il y a à la fois il y a un télescopage à la fois du temps, passé, présent, futur, un télescopage j'ai greffé un tableau de Jérôme Bosch, le Jardin des Délices, l'enfer, le paradis et le Jardin des Délices, et puis 3 personnages qui sont eux-mêmes sur 3 domaines spécifiques et complémentaires. Beethoven, la musique, la sensibilité, Napoléon Bonaparte, la stratégie, donc là le lien avec le jeu d'échecs,
Et puis Hegel, l'intellect. Et donc ce film, on peut le voir où est-ce qu'il est passé dans une salle de cinéma? Est-ce qu'il est sur Internet? Comment peut-on le... Alors le film pour l'instant il est diffusé sur la plateforme américaine Vimeo. Donc je l'ai aussi présenté à plusieurs festivals qui seraient censés s'intéresser au film, des festivals plutôt d'ordre documentaire ou culturel. Mais le film est classé par le CNC, le Centre national de la cinématographie, dans la catégorie fiction. C'est un document fiction, on va dire. Donc pour l'instant, il est positionné sur des festivals et il est visible sur la plateforme Vimeo. Alors moi, j'exclus pas plusieurs avenirs possibles à ce film. Pour approcher les salles de cinéma, il faut déjà avoir le visa d'exploitation, donc il y a certaines démarches administratives à réaliser auprès du CNC. J'en suis pas encore là, c'est en cours. Et sinon, ça peut être aussi des soirées visionnage, débat. Enfin, il y a beaucoup d'options possibles, vu que c'est un film quand même qui traite une plateforme en fait, de pas mal de sujets, hein, la religion, l'histoire, la stratégie. Et alors donc, en tant que joueur d'échecs et un jeune écrivain de scénario, est-ce que tu as des projets de prochains films ou documentaires qui intéresseront un public large, voire même plus spécifique? Alors je crois que justement je vais rester dans cette catégorie fiction, je trouve que ça donne beaucoup de liberté et ça permet de passer des messages de façon subliminale ou sous-entendue sans avoir tout de suite une controverse automatique et systématique. Ça reste vraiment, moi j'ai envie de vraiment cultiver le terrain de la métaphore et de l'allégorie. Je me positionnerai toujours sur l'angle de la question plutôt que d'apporter des réponses. Je ne suis pas du tout sous l'angle de l'idéologie doctrinale, mais j'espère à travers des films de fiction soulever des bonnes questions. Alors c'est intéressant qu'on soit aujourd'hui dans le jardin du Luxembourg parce qu'effectivement le prochain film où je travaille réellement à plein temps actuellement, ça va être une allégorie autour du livre de George Orwell 1984 et il y aura une séquence sur le Sénat qui est derrière nous. Donc là je vous présente le Sénat. Normalement c'est toujours Gérard Larcher qui est aux manettes au Sénat. Et ce jardin à Luxembourg qui est vraiment pour moi d'ailleurs un épicentre par ailleurs. Si tu veux je peux développer là-dessus. Oui, où il y a des tables d'échecs, des points de genre d'échecs depuis des années. Et aussi un endroit culturel avec des tableaux régulièrement accrochés. Alors pour moi c'est aussi beaucoup plus que ça parce qu'en face, disons, de ce côté-là, on est vers la rue Soufflot, donc ça me rappelle évidemment le lycée Henri IV, ça me rappelle, j'avais remonté la rue Soufflot en 81 lorsqu'il y a eu l'élection de président Mitterrand. C'était pas forcément, même pas du tout par adhésion à la couleur politique, mais j'étais vraiment curieux de savoir quelle est l'atmosphère dans un phénomène important quand même. À cette époque-là, on était sous le mode septennat, donc il y avait un président qui est septennat. Et puis, j'ai promené mon fils avec les petits bateaux là, sur le bassin. Ça a été un endroit aussi très intéressant pour les fleurs, quand même, à la fontaine de Médicis à côté, en descendant de la rue Clovis, lorsqu'il y avait des heures creuses. Vraiment, le jardin du Luxembourg est phénoménal. Avec un petit échauffement boulevard Saint-Michel pour les fleurs, c'est vraiment. Bien, tu vas nous faire l'allégorie du jardin du Luxembourg dans un prochain film avec plein de symboles, j'imagine. Alors effectivement, ça va être assez riche, parce qu'à partir de 1984, l'idée sous-jacente du film, c'est encore de traiter finalement en filigrane, un peu comme dans Octobre Bloc Russe, des questions qui touchent à ce qui me semble le plus absent de la sphère actuelle, tragiquement, je dirais. La vérité, la justesse et la justice. C'est-à-dire que ça va être incidemment dans le film, ça va pas être traité comme ça, de façon avec des chapitres comme dans un livre. Mais cette allégorie, elle va aller dans ce sens-là. Il va y avoir beaucoup de scènes, je vais essayer de mélanger le tragique et le comique. C'est bien, c'est ce que fait Woody Allen, donc tu pourras développer dans ce style. Je vais ta bénédiction. Eh bien Alexandre, merci et bonne chance dans tous tes projets. D'accord, c'est parfait, merci Christophe.
Et puis à une prochaine fois, écoute, il y a d'autres projets aussi. Hein. C'est vrai que par rapport à ça, il pourrait y avoir un deuxième tome derrière le Octobre Bleu Prusse. Curieusement, à l'époque, j'avais laissé ouvert pour faire derrière un novembre blanc quelque chose et puis un décembre. Donc il peut y avoir 3 tomes. C'est vrai que j'aurais pu ajouter que par rapport à des cinéastes français que j'essaie de suivre et que j'essaie de contacter, il y a que Xavier Beauvois parce qu'il est souvent à Étretat. Il se trouve que je me rends pas mal à Étretat aussi. Donc il a fait 2 très bons films avec Des dieux et des hommes et Les Gardiennes avec Nathalie Baye. Donc il est un peu, je dirais, dans mes objectifs aussi, hein, de me rapprocher. C'est vraiment quelqu'un qui fait du cinéma avec de la densité, avec du contenu. Donc voilà. Et ce qu'il y a comme autre projet de film, il y a un film qui va concerner à la fois justement une critique du système et qui va rapprocher ça de l'échiquier. Je parlerai de la case G7, mais pour l'instant j'en dis pas plus. Nous verrons cela bientôt sur les plateformes. Voilà. Allez, à merci bientôt. Christophe.